Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Pixels Café. Je suis en compagnie de Tom Mario. Salut. Et de Dr D. Hello. Vous connaissez le principe, un café, un sujet, un débat, une discussion. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle des jeux indés. Les jeux indés qui nous ont plu, qui nous ont déplu, peut-être ceux qui nous ont introduits dans le monde de l'indé, parce que je connais pas mal de personnes qui sont full l'indé, qui ne jurent que par l'indé. Mais aussi du marché de l'indé en général, les jeux indés qui sont développés mais publiés par des grosses boîtes, ou alors les jeux indés qui sont kickstartés, les déceptions, les nouveautés, ce genre de choses. Et je vais laisser la parole à Dr D ou à Tomario. Volontiers, Dr. volontiers. D. Alors, moi, forcément, je vais avoir un regard beaucoup plus naïf que d'autres joueurs sur les jeux indés, parce que les jeux indés viennent quand même plutôt du PC, et étant un joueur à la base console, je les ai connus un peu plus tardivement, mais ça n'a pas empêché que ça a apporté un nouveau souffle sur tout ce qui concerne l'industrie du jeu, avec aussi une nouvelle forme de financement des jeux en eux-mêmes. Ça, on en parlera, je pense, plus largement avec un jeu en particulier, mais au-delà de ça, comment dire, pour moi c'est une découverte assez récente, mais en général de bonnes surprises. Ouais, il y a quelques jeux dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Pour commencer avec un jeu que je trouve juste super, qui donne du sang neuf au jeu indé, j'ai envie de parler de Shovel Knight, qui, voilà, c'est un jeu à l'ancienne, mais il est indé. Il a simplement un gameplay super, entre autres choses une musique incroyable, un visuel qui certes très old school, qui est vraiment léché, et en plus de ça, non seulement il a une bonne durée de vie pour un jeu de son type là, mais en plus on a eu la bonne surprise d'avoir encore des contenus additionnels, ce qui est excellent pour du jeu indé, qui était complètement gratuit. On avait un deuxième jeu dans le jeu à partir du moment où on l'a acheté. J'allais justement te demander si c'était gratuit, parce qu'il me semble avoir téléchargé gratuitement le Plague of Night, un truc comme ça, non? Plague of je sais plus quoi. Oui, effectivement, c'est... Pour ceux qui connaissent un peu le concept de Shovel Knight, à la base, on joue le chevalier à la pelle qui doit affronter, à la manière d'un Megaman, 8 chevaliers qui lui bloquent la route pour aller affronter une enchanteresse qui est l'ennemi ultime. En jouant... je crois que c'est Plague of Doom, je ne sais plus exactement. C'est pas ça. Quelque chose comme ça. Non, mais je ne sais plus du tout. On joue en fait un de ces chevaliers qui revoit l'histoire un peu d'une autre façon en passant derrière Shovel Knight, et la jouabilité est complètement différente vu qu'on ne joue pas du tout le même type de perso. Et ça a beau être les mêmes mondes, c'est un deuxième jeu. Ça a donné une deuxième vie, et il y a eu une logique de calculer ce qu'on pouvait faire qui était juste incroyable, avec la possibilité de faire les deux. Du coup, moi je vais rebondir sur... Je voulais rebondir aussi, mais vas-y, rebondis pendant D'accord, que... je rebondis en attendant que tu rebondiras après. Je voulais rebondir sur le fait, vu que tu parles de Shovel Knight, qu'une grande partie des jeux indés, ils s'inspirent énormément de tous les jeux old school, les classiques, que ce soit au niveau du gameplay, de l'aspect visuel. Il y a énormément de jeux indés qui sont en pixel art, mais aussi au niveau de la musique, donc c'est tout un univers qui vraisemblablement prend pas mal ses racines dans le monde du jeu rétro. Ici j'ai quelques exemples, pas forcément au niveau du gameplay, mais en tout cas au niveau de l'aspect visuel et puis auditif, musical. J'ai Not a Hero, qui est en pixel avec des musiques, alors un peu en chiptune, mais qui s'est remis au goût du jour avec des sons actuels, donc c'est aussi électro. Et puis ça c'est vraiment le premier jeu qui me vient lorsque je dois parler de jeu indé pixelisé, c'est Hotline Miami, pour lequel j'ai quand même un gros coup de cœur, qui a un gameplay, je pense pas qu'il... Moi c'est quand même un twin stick shooter, donc fondamentalement c'est aussi des jeux qui existaient à l'époque, mais il est beaucoup plus nerveux je pense que tout ce qui se trouvait à l'époque, et puis c'est vraiment, je trouve assez intéressant en fait qu'ils puisent leurs racines dans les jeux de l'époque. Après j'ai pas beaucoup d'exemples étant donné que je suis plutôt jeune et que j'ai pas pu tester tous ces jeux de l'époque.
Les vieux contre Les vieux. le jeune. Oui, c'est vrai que de notre temps, les dinosaures marchaient encore sur la Terre et Bruce Willis avait encore des cheveux. Mais Mario. voilà, je voulais déjà rebondir sur ce que tu avais dit avant. Tu disais que étant joueur console, surtout, tu avais peu connu les jeux indépendants, en tout cas peu avant. Mais moi, je suis pas tellement d'accord avec toi parce qu'il me semble que le jeu indépendant s'est vraiment démocratisé à l'ère de la Xbox 360. Il me semble que c'était vraiment le Xbox Live, c'était une des plateformes qui offrait le plus de jeux indépendants à l'époque, et puis c'est là que ça s'était vraiment beaucoup démocratisé. Et du coup, moi, mes premiers jeux indépendants, ça a été des Braid, ça a été Machinarium, Super Meat Boy, bien sûr, et enfin plein de jeux. Et récemment, j'ai joué, et je voulais en parler justement, j'ai joué et terminé la suite, entre guillemets, de Limbo, qui s'appelle Inside, et c'est des jeux qui m'ont vraiment transporté du début à la fin. Autant Limbo que Inside, c'est deux jeux que je voulais vraiment parler. C'est une expérience incroyable et c'est quelque chose qu'on retrouve pas, je trouve, dans le jeu AAA, comme on l'appelle, le grand jeu, jeu vidéo tout public. C'est vraiment des expériences qui sont intéressantes, nouvelles, et même si le gameplay est souvent... des fois il est très différent, mais dans Limbo et Inside c'est pas tellement le cas, le gameplay est assez standard, mais le background, la scène, le scénario, enfin le scénario c'est peut-être pas un bon... Peut-être pas le bon mot, mais l'univers, voilà, tout ça, c'est vraiment incroyable. Inside, pour pas vous spoiler si vous n'avez pas joué, du début à la fin c'est du pur bonheur, c'est beau, c'est un peu dérangeant. Faut pas montrer ça aux enfants. Un tout petit peu. Mais comme Limbo. Limbo ça va. Limbo ça va. En comparaison à Inside, honnêtement, ça va. Parce que Inside, il y a vraiment des moments qui sont particulièrement dérangeants. Et puis comme c'est de la 3D, c'était pas le cas pour Limbo, c'est de la 3D maintenant. Et il y a de la couleur. Et il y a de la couleur, très peu de couleur, mais c'est vrai que les éléments qui ressortent, c'est souvent le sang. Et voilà, non. En tout cas, Inside, si vous n'y avez pas encore touché et que vous avez une Xbox One ou un PC, sautez dessus, c'est juste génial. Et puis un autre jeu que j'ai terminé récemment, qui a rien à voir avec Inside et Limbo, ça s'appelle The Human Resource Machine. C'est ceux qui ont créé World of Goo et Little Inferno. C'est un jeu qui introduit un petit peu les concepts de la programmation. En tant qu'ancien informaticien, entre guillemets, j'ai pas vraiment été informaticien, mais voilà. Ce jeu m'a beaucoup impressionné parce qu'il est simple dans ses mécanismes, mais il devient vite très complexe. Donc encore une fois, si vous avez l'occasion de télécharger ce jeu, faites-le parce que c'est une très bonne expérience. D'ailleurs, on peut même l'utiliser pour introduire la programmation à des gens qui ne connaissent pas bien. Moi, je le fais pour mes élèves, par exemple. J'ai introduit ce jeu à mes élèves et ils ont beaucoup apprécié. Alors, ils n'arrivent pas à finir le jeu, mais les quelques premiers niveaux, ça leur plaît bien, en tout cas. Donc, voilà. Ça, c'est aussi un truc que j'aime bien avec toute la scène indé, c'est que ça permet pas mal de créativité, des concepts originaux qu'on trouve pas dans le jeu vidéo tout public, évidemment. Avec le jeu vidéo tout public, lui, ce qu'il veut, c'est vendre à un maximum de gens. Le jeu vidéo indé peut être plus personnel, peut-être aussi parfois toucher à des problématiques un peu plus sérieuses qu'un Call of Duty, ce genre de jeu. Là, par exemple, on aurait Papers, Please, qui touche à la problématique de l'immigration, et puis dans un pays à peu près communiste, mais on le dit pas. Oui, c'est quand même assez largement entendu, effectivement. C'est ça, ouais. Et puis au niveau créativité, que ce soit dans l'univers, dans les mécaniques, ce genre de choses, là, t'as cité Inside, moi je vais citer Transistor. Au niveau de l'univers, franchement, c'est un univers assez futuriste, mais en même temps un peu rétro, un peu steampunk comme ça, et puis c'est vraiment, on peut vraiment ajouter une tonne de créativité en plus, parce que le public, il est beaucoup plus petit, et du coup, on n'a pas besoin de vouloir vendre. D'ailleurs, justement, c'est un peu la mentalité de ces jeux, c'est pas des jeux qui sont faits pour se vendre par cargaison, c'est plutôt des jeux qui parfois, même la plupart du temps, sont faits pour passer un message. Je viens de tilter que je voulais aussi rebondir avant sur ce que tu avais dit par rapport au graphisme. Petit détail peut-être pour ceux qui connaissent pas forcément le jeu indépendant, les graphismes sont souvent volontairement soit en 2D soit pixelisés parce que tout simplement c'est beaucoup moins difficile à développer et en général c'est des équipes de 3, 4, des fois un peu plus de personnes, mais souvent les équipes des jeux indépendants sont
petite et du coup c'est difficile de développer des jeux qui sont très beaux. Donc c'est pour ça que souvent les jeux indépendants sont des jeux moins bien faits, pixelisés ou en 2D en tout cas. Alors là, tu me permets une incroyable transition. En fait, tous les deux, vous me permettez de faire ça. Parce que d'un côté, il y a effectivement la question de la qualité, ou du côté plutôt économique au niveau des graphismes, notamment, ou au niveau de la durée de vie de ces jeux qui se veulent des fois plus être des objets artistiques que des jeux, ou alors des petits jeux pour s'occuper. C'est qu'on a affaire plus facilement à un public de niche avec les jeux indépendants, et aussi pour une raison, cette question de l'économicité, c'est que les jeux indés ont pu commencer à se développer avec le format numérique. Les jeux en dur, c'était extrêmement difficile de lutter contre le lobby de la grosse industrie du jeu, ce qui a changé un petit peu aussi les logiques de production, les logiques de compétition que ces jeux peuvent avoir avec les grosses boîtes, et entre autres choses, effectivement, on en reste à des choses très 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 old school pour pas mal de jeux. Pourquoi ? Parce que c'est plus simple à produire et que ça plaît à un certain public, qui a d'ailleurs souvent été lassé par la grosse industrie. Mais malheureusement, ça arrive aussi que certains surfent sur ce type de vague et que ça ne donne rien. Un des jeux entre guillemets indé dont j'avais envie de parler, alors honte à moi, j'ai déjà tellement dégommé Capcom, maintenant je tape sur les anciens de Capcom, c'est Mighty No. 9 qui est sorti il n'y a pas si longtemps et qui est une déception à plein de niveaux. Déjà parce que tu parlais des graphismes qui n'étaient pas toujours quelque chose sur lequel ils ont beaucoup investi. Alors là, ils ont repris une base, un moteur graphique qui était plutôt celui des derniers épisodes de Megaman, vu que Mighty No. 9, si j'ose dire, le petit frère de Megaman, dans la mesure où c'est l'équipe de Megaman qui s'est mis à lancer un jeu non loin, avec toutes les déceptions que ça a apporté, parce que tout en étant proche du concept, il n'arrive pas au même niveau. C'est un jeu de plateforme en 2D qui se passe dans un univers qui graphiquement est dans une 3D dégueulasse. Le chara design est absolument immonde, et en plus de ça, non seulement c'est un jeu indé, mais c'est un jeu indé qui a été crowdfundé, et avec un lot de déception pour les personnes qui l'ont financé, des retards, des choses absolument affreuses. Et en général, sur tous les jeux indés qui sont lancés, il y en a une très petite poignée qui arrive vraiment à aboutir déjà à sortir, puis ensuite à faire de l'argent et à trouver leur public. Alors là, on est dans un cas de jeu qui y avait déjà un public, des gens qui étaient prêts à l'accueillir, mais qui malheureusement vont finir juste déçus à un point extrême. Ante, tu voulais intervenir ? Oui, par rapport à Mighty No. 9, alors ça ne pardonne absolument pas le jeu, parce que franchement il est pas bon, mais c'était aussi vraiment la folie des grandeurs, parce qu'il a obtenu presque 4 millions en crowdfunding, donc en financement participatif. Donc c'est vraiment une somme monstrueuse pour un jeu indé. D'ailleurs c'est pour ça qu'on hésite presque à parler de jeu indé, mais fondamentalement c'est pas une équipe qui est engagée par des gros studios, donc du coup on peut parler d'indé dans ce cas-là. Puis du coup en fait toutes les promesses qu'il avait fait, le fait que ça sortirait sur chaque plateforme qui existe sur cette planète, donc finalement on peut le retrouver sur n'importe quelle console aujourd'hui, avoir un multijoueur, tout ce genre de choses, ben finalement... Et ils ont même pas, il n'y a pas eu, je m'excuse de t'interrompre, ils ont même pas fait, moi je suis l'actualité mais vraiment de très loin, ils ont pas aussi voulu faire ou déjà fait un anime ou un dessin animé en image synthèse ou un alors truc comme ça. Alors ça c'était un deuxième Kickstarter. De grâce. C'était un deuxième Kickstarter, mais c'était de Mighty No. 9. Oui, sur le thème de Mighty No. 9, effectivement. Donc ça c'était déjà une chose par rapport à Mighty No. 9, et puis par rapport au financement puis à l'économie des jeux indés, mais aussi par rapport à leur production. Personnellement, j'ai vraiment un truc qui me vient en tête, c'est le Steam Greenlight. Donc pour ceux qui connaissent pas, en gros, c'est la plateforme Steam que Valve possède, permet à peu près n'importe qui de mettre un jeu sur le Greenlight. Et le Greenlight, c'est vraiment un amas. Franchement, c'est une grosse pile de jeux qui sont bazardés comme ça. Et si jamais un jeu est assez voté par la communauté, il sera publié sur la plateforme Steam, et donc il pourra être acheté, puis il aura de l'exposition entre guillemets médiatique, et du coup ça peut permettre à des petits jeux
de vraiment se pousser et puis d'apparaître et de pouvoir sortir. Malheureusement, sur les C'est une 1000 poubelle. pages, voilà c'est ça, c'est une poubelle, sur les 1000 pages de jeux qui sont proposés, il y en a peut-être 15 qui valent la peine et encore, là, il y a un grand nombre de jeux du Greenlight qui sortent juste parce que c'était une blague et puis c'est drôle et puis du coup les gens veulent jouer à ça. Là par exemple j'ai l'exemple d'un jeu qui s'appelle I Am Bread où en gros on joue une tranche de pain qui va aller se mettre dans le toaster. C'est un jeu qui est ridicule déjà par son concept, c'est un jeu qui est ridicule par son gameplay, en plus c'est un jeu qui est difficile juste pour pouvoir rajouter du temps de jeu, mais c'est simplement un jeu qui est zéro et qui a marché juste parce que c'était une blague. On va maîtriser une tranche de pain. C'est la même chose pour Goat Simulator, on va prendre les simulateurs allemands, on va faire qu'on maîtrise une chèvre, on va mal coder le truc, donc du coup il y a plein de glitches, du coup c'est drôle, du coup les youtubeurs vont pouvoir faire des vidéos dessus et du coup le jeu a été un monstre succès. On a d'ailleurs maintenant des trucs comme Goat Simulator dans l'espace. dans l'espace, il y a un truc avec des zombies, et puis C'est il y a même un possible. truc dans l'univers médiéval, genre Goat Simulator RPG. Ouais. Donc on peut aussi voir que des fois l'industrie du jeu vidéo va du jeu vidéo indé va aussi parfois un peu trop loin, et que c'est pas parce qu'il y a des titres qui sont génialissimes comme Banning of Isaac, comme Hotline Miami, comme Inside, que tous les jeux indés sont excellentissimes. Ouais, mais moi c'est quelque chose que j'ai assez souvent critiqué, enfin pas le jeu indépendant lui-même, mais l'état d'esprit de certains joueurs qui, parce qu'en effet le jeu indépendant donnait lieu à des nouvelles idées, à des nouveaux gameplays, à des nouveaux concepts et tout, on commençait à cracher sur tout ce qui était autre que le jeu indépendant. Et puis moi je suis vraiment pas d'accord, parce que comme tu le dis, pour moi il y a plein de jeux indépendants qui sont très mauvais, au même titre qu'il y a plein de jeux de AAA qui sont très mauvais, mais voilà, il y a une balance, il faut juste savoir où chercher, encore une fois. Faut prendre les bons d'un côté, les bons de l'autre, et puis après ça nous fait une jolie bibliothèque. Mais en effet, je supporte pas, entre guillemets, les gens qui vont venir vers toi en te disant oh, les jeux indépendants, il n'y a que ça de vrai, les jeux AAA, Mario et tout ça, c'est de la M. Et non, alors, ça c'est un truc qui m'agace vraiment. Mais ça, c'est à cause de Peach de Rose. C'est à cause du Peach de Rose. Oh, puis en général, ce genre de personnes, ils vont plutôt te dire Call of Duty, FIFA, parce que c'est Ouais, non, tout ce mais qu'ils tout à fait. connaissent dans les jeux AAA. Donc, Tout à fait. Puis moi je voulais juste parler encore d'un petit dernier que je me réjouis de voir sur, je sais pas sur quelle plateforme il sera, mais je me réjouis de le voir, ça s'appelle Yooka-Laylee, c'est les anciens du studio qui ont créé Banjo et Kazooie, et c'est clairement un copier-coller de Banjo et Kazooie, mais c'est pour ça que ce jeu sera sans doute génial. Et puis voilà, je vous invite aussi à aller voir quelques vidéos de gameplay parce que c'est beau, c'est en 3D, c'est beau. Et toutes les idées, si vous avez connu Banjo et Kazooie à l'époque, toutes les idées de Banjo et Kazooie sont dans ce jeu. Et ouais, ça fait rêver, tout simplement. Moi, je me réjouis. Alors moi, ça me terrorise parce que je viens d'avoir ma grande déception avec justement un copier-coller de Megaman sur le papier qui s'est avéré être Tous les développeurs ne sont pas mauvais, hein, tu sais. un accident de parcours. Oui, mais justement, j'aurais envie de partir dans le sens d'un appel à la modestie. Dans les jeux indés, il y a des choses qui sont des fois des jeux très très courts, de très haute qualité, mais très très courts, ou alors des jeux qui ont une durée de vie incroyable, simplement parce que on les a programmés de telle sorte qu'ils étendent à mesure leur durée de vie, Ouais, comme bah, les roguelikes, Isaac, quoi. Isaac, par exemple Spelunky. Mais c'est vrai que Rogue des jeux comme Inside, par exemple, vous en avez pour 3 heures de jeu. 3, 4, 5 heures de jeu maximum si vous êtes un peu lent. C'est des- 5 heures si tu observes le paysage. Et puis c'est vrai que 20 francs le prix, ça peut un petit peu rebuter. C'est vrai que 20 francs, quand j'ai vu, je me suis dit, ouh, c'est quand même cher pour un. Mais après, on se dit, bon, ok, 20 francs, c'est le prix de 2 bandes dessinées, c'est le prix d'un gros livre, donc voilà, pourquoi pas. Mais c'est déjà plus un objet esthétique. Oui, Voilà, exactement. C'est ça, ouais. Il y a tout le travail artistique derrière. Enfin, moi, ça m'a pas dérangé, mais vraiment, pour moi, c'est shut up, take my money, hein, c'est vraiment ça. Mais pour moi, c'était comme ça, mais je pense que certaines personnes peuvent se sentir un petit peu rebutées de payer 20 francs pour un jeu qui dure 3 heures, quoi. Après, c'est ça aussi le truc, c'est que les développeurs de jeux indés, ils doivent faire ça, ils ont pas de financement, ils ont pas un gros studio qui leur donne des fonds, donc du coup ils doivent faire avec les moyens du bord. C'est pour ça que des fois, alors autant ça peut paraître pas cher par rapport aux jeux AAA, mais autant ça peut aussi paraître des fois trop cher pour ce qu'on a. Mais après c'est vraiment chacun y juge. Il y a ceux qui ne jurent que par le jeu indé, qui sont insupportables comme tu l'as dit. Il y a ceux qui détestent le jeu indé. Ça je trouve que c'est un peu dommage parce Ouais, qu'il y a voilà. il y a quand même des bons jeux, quoi. Il y a pas que des jeux de merde. Pardon. Ah, le premier gros mot. Le premier gros mot. Il n'y a pas que des mauvais jeux qui sont faits vite à l'arrache pour gagner de l'argent, mais il y a des jeux qui sont faits à partir d'une blague.
Peu importe le support. Peu importe le support aussi, parce qu'il y a aussi des jeux indés sur console, et même des jeux indés qui sont exclusivement sur certaines consoles. On a, comme tu l'as dit, Inside qui est sur Xbox One, on a Child of Light qui est que sur PS4. Donc c'est pas parce que vous n'avez pas de PC que vous pouvez pas non plus découvrir le monde de l'indé. Donc on va conclure. Je crois que plus personne n'a quelque chose à dire. Ah oui, on pourrait en parler des heures et des heures des jeux indépendants, honnêtement. Voilà, moi, je pourrais en parler des heures. J'ai une liste longue comme le bras. On en parlera. On en parlera une autre fois. On pourra en reparler à la limite. Mais donc, vous pouvez nous... on vous dit au revoir déjà. Pardon. Alors, vous nous trouvez là-bas, on se voit plus tard. Non, alors déjà, au revoir et à une prochaine. Hein. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis. Et puis n'oubliez pas de nous suivre pour non seulement les prochains épisodes de Pixels Café, mais aussi pour des articles, des reviews et tout plein d'autres projets. On a une BD aussi. Non seulement sur notre site internet pixels-association.ch, mais aussi sur notre page Facebook, Pixels Association de Culture Vidéoludique Unis des Trop compliqué. Mais vous aurez un petit lien dans la description. Exactement. Mettez des pouces. Mettez des pouces, des likes et tout, on vous aime. Du coup, c'était Tomario. C'était Ante. Et c'était Dr. D. Je vous dis à bientôt. À la prochaine. À la prochaine.